Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation. Voilà, je me présente, donc Guillaume Roulet, enseignant-chercheur au LOPS à Brest, donc plutôt en océanographie physique. Aujourd'hui, donc je vais vous parler d'une initiative que nous avons prise au labo. Donc plutôt, c'est pas vraiment une initiative, mais c'est une idée qui est dans l'air du temps et qui va regrouper pas mal de choses qu'on a déjà vues. C'est la slow science. Je n'ai pas cherché à le traduire parce que je trouve qu'en anglais ça marche bien, et donc en sous-titre, une alternative au tout. Alors, le contexte, c'est le suivant, on le sait tous, la problématique du réchauffement climatique, le 2 tonnes à viser par citoyen en français d'ici 2050, ou 2030, enfin bref. Du coup, les calculs d'empreinte carbone pour essayer d'avoir cette métrique pour réduire notre impact environnemental en lien avec l'émission, donc les scénarios du GIEC. Et le point, mais ça, j'imagine que vous êtes assez au courant dans cette salle, c'est que un des risques, c'est d'avoir une vision carbo-centrée en fait des problèmes environnementaux. Alors, on en a déjà entendu parler aujourd'hui. Il y a plein d'autres problèmes que le réchauffement climatique. Et par exemple, attendez. Ah, pourquoi c'est bloqué? Ça défile sur ma page, mais c'est bloqué. Pardon? Ça y est, je sais pas. Et du coup, moi, c'est plus simple. Bon, voilà. OK. Wow. Donc, s'il n'y avait que le réchauffement climatique, ça serait déjà un gros problème. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Donc là, cette petite image, on voit la vague du Covid qui avait déjà complètement arrêté l'économie et les activités. Il y a la vague du climate change qui arrive, et puis il y en a une derrière encore peut-être plus grosse, celle de la biodiversité, avec qui est un des aspects, mais l'épuisement des ressources, les pollutions de toutes sortes, que ce soit des eaux, des sols, des océans, de l'atmosphère, voilà. Et donc, en fait, ça a été mentionné encore, on le sait, pour nous qui nous sommes engagés dans cette démarche-là, il n'y a pas de solution simple, contrairement par exemple à l'ozone avec le protocole de Montréal qui finalement on a un paramètre à toucher et on y arrive. Et en fait, pour réussir voilà, il faut en fait, on le sait, c'est plutôt un modèle de société. Et ce modèle de société, c'est pour le dire très très vite, le productivisme, la consommation excessive au-delà des besoins non essentiels, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Comment on peut faire, nous, chercheurs, et pas chercheurs en général, mais chercheurs en sciences de l'environnement? Alors, on peut adopter le positionnement de dire que on continue d'alerter, observer, faire des scénarios, prévoir, et en modifiant à la marge ce système productiviste, ou plutôt en adaptant nos procédés de recherche via, par exemple, la réduction de carbone, ce qu'il faut faire, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais finalement, avec un biais qui est pas trop, que je vois pas trop dans cette salle, mais que dans d'autres, dans ma communauté à Brest, j'en ai parlé, en continuant d'envoyer toujours plus de capteurs, faire plus de calculs sur des ordinateurs plus gros, en demandant plus de budget. Finalement, alors plus de compétition, c'est un peu le système induit dont on souffre, plus de burn-out, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ça fait quand même un certain temps maintenant que je suis dans le milieu et j'ai des burn-out, il y en a partout autour de moi, il y a de la pression, voilà, il y a aussi plus de précarité, notamment sur les différents statutaires, du mal à avoir des postes et de plus en plus de gens qui sont à des horizons plus limités dans le temps. Et donc, vu l'ampleur et la complexité des changements à opérer pour adresser tous ces problèmes environnementaux, est-ce que nous-mêmes, nous chercheurs, on ne peut pas contribuer à inventer des modèles soutenables dans nos métiers, et à commencer dans nos métiers de recherche, évidemment, dans nos vies personnelles en tant que citoyens, mais y compris dans notre sphère professionnelle. Alors, on pourrait se dire, oui, il suffit de tout arrêter, on ne fait plus de recherche. Non, ce n'est pas ça l'idée, c'est comment transformer la recherche pour être vraiment soutenable. Et en corollaire, c'est que si nous, chercheurs en sciences de l'environnement, on n'arrive même pas à le faire, et comment d'autres secteurs de la société peuvent y arriver? Et du coup, je parle au nom de ce que j'ai lu, de collègues, on a une responsabilité d'exemplarité et de créativité qui est le cœur un des cœurs de notre métier, la créativité. Voilà. Et donc, en juin 2003, il y a pile un an,
aux journées du labo, on a lancé, enfin on a proposé, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai proposé, mais c'est moi qui l'ai animé, parce que j'avais lancé l'idée lors d'une AG 3 mois avant, j'avais dit, ah non, vous savez, moi je crois qu'en fait, maintenant, en fait finalement j'y réfléchis, je suis engagé dans une image show science. J'avais lancé ça comme une bouteille à la mer en AG, et puis 3 mois après, la direction du labo me dit, bah, on va faire si on faisait un atelier. On fait l'atelier, on était à peu près 80 participants à ces journées du labo, sur un labo de 120. 4 ateliers en parallèle. Et donc, la moitié des gens viennent faire le Slow Science. Donc, superbe engouement, richesse des échanges, euh, et avec une envie enfin, un bouillonnement. Au niveau des pyramides des âges, c'était beaucoup plus équilibré que dans cette salle où il y a un biais vers les jeunes. Nous, il y avait aussi les seniors, y compris, voilà, y compris des fins de carrière, voire il y avait un émérite, enfin, il y avait un peu de tout. Voilà. Et donc, lors de cet atelier, on a travaillé sur 2 aspects. Le premier, c'était qu'est-ce que c'est que la slow science, sachant que, en fait, du coup, c'était l'avantage de ce petit mot valise, c'est que on met un peu ce qu'on veut dedans, même s'il y a de la bio hein, sur le sujet, je vais vous la montrer. Ça a été travaillé ce concept, mais là dans le labo, les collègues, ils en avaient, c'est juste une vision, chacun il met un peu ce qu'il veut. Et donc voilà ce qui ressort. Alors on l'a organisé en temps court, temps long, et ce qu'on voit, bah, en fait, c'est des choses, donc moins de quantité, moins de compétition, le terme était déjà revenu aujourd'hui, moins de livrables, moins d'administratif, ça c'est un aspect aussi, on croule, on peut se plaindre hein, dans nos métiers, ça n'a pas été mentionné aujourd'hui, mais que le métier, on aimerait faire plus se recentrer sur le cœur et éviter toutes les fonctions de reporting, voilà, peut-être moins de projets. Donc un travail sur les métriques, les indicateurs, sur les évaluations de carrière et le recrutement, déjà mentionné comme ça, vraiment en brainstorming, voilà. La notion de productivisme dont on souffre, enfin en tout cas dont les présents souffraient, la capacité à refuser des invitations, des projets pour en fait se ménager de la qualité. La notion de prise de risque, bon, après d'autres choses. Et puis, sur le temps plus long, meilleure qualité, bien-être. Donc, le bien-être, en fait, c'est une dimension qui est ressortie vraiment, le bien-être au travail, voilà. Plus de temps d'échange, transmission de connaissances, notamment intergénérationnelles, ateliers bibliographiques, créativité, encore une fois, droit à l'erreur. Objectif de mettre un droit à l'erreur dans des proposals que vous allez faire. Voilà, donc temps de cerveau disponible. Voilà, donc c'était ça ce qu'on mettait sous ce concept-là, donc quelque chose de plutôt enthousiasmant qui nous faisait tous envie. On est sorti de là, on était contents. Alors ensuite, on a travaillé sur des propositions depuis qu'on a organisé entre des faciles et des plus difficiles à mettre en place. Un changement de rythme, des journées par exemple sans visio, sans mail, sans agenda, sans réunion. Ça serait, on est un peu senior, on rêverait d'avoir ce type de journée. On peut on peut en avoir bien sûr, mais il faut les organiser. Travailler moins ou différemment, en fait, voilà, lâcher un peu la pression, réfléchir, utiliser du temps à chercher plutôt que chercher des financements. Ouais, bah. Valoriser toutes les étapes de la recherche, donc là on est sur l'évaluation des carrières, séparer les projets scientifiques des financements, réduire son implication dans nos propres projets. Dans les propositions un peu intéressantes, il y avait quid de projet ANR, mais je crois qu'à Grenoble il y a des idées comme ça, quid de projet ANR comme financement non ciblé pour le laboratoire, donc là où dans le temps il y avait des financements récurrents qui ont diminué comme peau de chagrin. Quid de faire un projet à l'échelle du laboratoire, une grosse ANR à l'échelle du laboratoire, où en fait on récupérait du récurrent d'une certaine manière, changer les mentalités à la fois sur le recrutement, sur les évaluations, changer les indicateurs pour la science. Donc là, on était parti sur du bonheur, du geste. On n'avait pas fumé, hein, on était juste effervescence. Voilà, et on est un labo normal hein, avec une grosse empreinte carbone, etc. Mais là, on était très nombreux à se retrouver là-dessus. Alors, j'ai mis 2, 3 mots-clés, donc meilleure qualité, donc privilégier la qualité à la quantité, le bien-être, se recentrer autour du cœur de métier, donc vraiment recherche et puis formation quand on est des tâches ou d'information grand public, avec des chemins plus sinueux, moins prédéfinis, tels avec les livrables au bout de 3 ans.
Voilà. Alors, les conséquences de cet atelier, juste après, moi, j'ai fait un mail au groupe de réflexion Labo 1.5 et qui a déclenché un petit fil. Alors, c'est un fil assez soutenu pendant 10 jours. En fait, ça a bouillonné partout en France et en fait, il y a plein de collègues qui soit ont partagé des choses qu'ils avaient déjà fait dans leur labo ou similaires dans leur labo, enfin engagé, essayé d'engager. J'ai eu aussi un retour de biblio assez intéressant sur le sujet et clairement, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Alors, au labo, chez nous, au LOPS, il n'y a pas eu d'action concrète. On n'a pas suivi. En fait, il y a un feu qui s'allumait et je m'étais engagé à compléter, souffler sur les braises pour maintenir ce feu-là. Ça n'a pas débouché sur des actions concrètes, mais ça a contribué à faire évoluer les mentalités et à changer les narratifs. Et je pense que ça, c'est super important. C'est pas une métrique complètement facile à évaluer, mais le changement de narratif est quelque chose d'important. Donc, des conséquences, c'est aussi, par exemple, des collègues qui se sentent maintenant mais complètement libres et de prendre des déplacements longs en train. Alors, on a vu, pour Grenoble, c'était le cas. Voilà. On a aussi des jeunes qui veulent rentrer dans le système académique, mais sans pour autant souscrire au système productiviste, donc d'une autre manière. Mais comment on leur fait de la place à ces gens-là, j'y reviendrai. Il se trouve que du coup, aux journées du labo de cette année, là, il y a 10 jours, ils ont refait un même atelier. Alors, je n'étais pas présent, mais ils ont refait un même atelier avec à nouveau le même engouement. Et cette fois-ci, les gens ils disent, bon, bah, il faut se fédérer, il faut élargir à notre communauté. Et un des points qui a été mis en avant, c'était l'évaluation des carrières, qui est finalement un des moyens aussi de faire bouger les choses. Je vais y revenir. On a fait, comme les collègues de l'Océan, on a fait un poster à l'EGU sur ce truc-là. L'idée a séduit, elle correspond à un besoin. Et il y a pas mal de gens donc c'était une session bouillonnante, et pas mal de gens qui repartaient, en voyant le poster, repartaient chez eux avec l'envie de parler de slow science dans leur labo aussi, de partager. Voilà. Alors, les références biblio, je vous en ai mis quelques-unes, et puis on pourra les partager, je ne sais pas s'il y a un repo quelque part. Donc, un numéro spécial dans la revue Sociaux d'Antoine Hardy et al., avec un recueil avec pas mal de la frugalité en recherche, avec pas mal d'articles intéressants, dont celui d'Olivier Gosselin qui avait été publié en 2011, mais qui a été republié en 2023, donc Slow Science, la désexcellence. Donc, une position un peu presque anard, mais assez engagé sur un positionnement complètement radical de façon de faire de la science. De façon de faire de la science, hein, ce n'est pas un refus de faire de la science, voilà, c'est juste de faire différemment. Et puis, dans la littérature étrangère, en fait, aussi des gens qui réfléchissent à ça, à ralentir. Donc, pas s'arrêter, mais ralentir pour faire mieux. Et je vous ai repris cette image, donc extrait du papier d'Ouray et Kelly, qui est intéressante. Je ne sais pas si vous la connaissez, l'image du donut de Kessra Swart, qui est comment trouver une société équilibrée en tirant sur le plancher social, c'est-à-dire mettre le bien-être social, le tirer vers le haut, faire en sorte qu'on soit tous épanouis, qu'on ait nos besoins couverts, etc. Donc là, c'est adapté au monde académique. Et en même temps, sans exploser le plafond des limites planétaires. Et du coup, ça fait l'image, c'est un îlot, un donut de soutenabilité. Voilà. Et donc, pour l'académique, ils ont tenté ça. Donc, il faut avoir tendance à pas trop pousser l'individualisme, la charge de travail, la compétition, les impacts, voilà, les impacts environnementaux. Donc, il ne faut pas tirer sur la machine au point d'envoyer tout ça en l'air. Au contraire, il faut apprendre à réduire tout en volet social, augmentant la liberté académique, les possibilités de carrière épanouissantes, voilà, le community building, enfin le fait d'être bien dans sa communauté, la diversité, l'inclusion, les services à la société. Voilà, donc c'est essayer de trouver cet équilibre qui donc, on le voit là, sur cet aspect-là, ça dépasse très largement juste les aspects carbone. On est vraiment sur la transition écologique et sociale appliquée au monde académique. Et là, c'est non français, c'est européen, mais c'est pas français. Voilà. Alors, sur le poster, on avait mis ça un peu par provocation aussi. Alors, le titre, c'était sur un des bouts du poster.
qu'est-ce qu'on considère être un bon chercheur avec les standards actuels et puis ce que la slow science pourrait proposer comme standard différent. Donc, au lieu d'être sur les individus, le nombre d'articles, beaucoup de mobilité, on était sur d'autres choses, quoi. Donc, la qualité, les équipes, voilà. Bon. En fait, là, ça va être ma dernière diapo. J'ai envie de mentionner 2 points sur cette dernière diapo. Donc, un, c'est l'évaluation des carrières qui est ressorti à nouveau au labo comme quelque chose d'important. Et alors, il se trouve que maintenant, je suis revenu à la CNU 37e, donc notre section. J'ai été directeur adjoint du labo pendant 10 ans, donc j'ai été associé à des recrutements et voilà. Et ce qui me choque, ce qui me frappe, on va dire, c'est que même si individuellement, on est assez nombreux, bon, peut-être j'espère plus que 28, ou on est plus que 28 aujourd'hui, à aspirer à un changement des pratiques, le truc, c'est que collectivement, quand on essaye de faire marcher, je vais mettre des guillemets, l'intelligence collective, en fait, nos décisions, elles sont presque toujours biaisées vers le modèle productiviste. Bon, là, par exemple, au CNU, enfin, avec tout le respect que j'ai pour le CNU et les collègues qui y siègent, etc., ben voilà, ces questions de transition sont pour l'instant totalement absentes. Donc, on est vraiment on a l'impression d'évaluer des carrières de chercheurs comme si on était au XXe siècle et qu'il n'y avait pas toutes ces vagues environnementales, crises environnementales. En fait, il y a un éléphant dans la maison et en fait, la CNU 37, on fait comme s'il n'y avait pas d'éléphant dans la maison. C'est ça. Dans l'agenda, c'est faire bouger les choses. On a commencé, mais voilà, d'ailleurs avec des collègues de l'IGE. Et par exemple, je pose une question qui était sur notre poster, c'était la place des jeunes. Les jeunes, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'avoir plein de papiers pour être recrutés, etc. Mais finalement, si on inverse le problème, quelle place fait notre communauté aux jeunes qui ont des aspirations non productivistes, qui veulent quand même faire de la recherche, mais d'une autre manière, d'une manière un peu slow science. Est-ce qu'on les autorise? Bon, actuellement, c'est clair que non, mais pourtant, chez les jeunes, il y en a, peut-être dans cette salle aussi, quelle place on leur fait? Et donc, pour finir, voilà, un peu mon dada, je pense que parmi les changements à faire, finalement assez insidieux, facile, c'est changer les récits. En fait, on est complètement façonné par ce qu'on se raconte dans sa tête, c'est par ces récits. Et donc, quand les gens, on leur dit, ils ont l'impression ils vont plus rien faire, on va serrer la ceinture, on va être en souffrance, etc. Mais ça, c'est parce qu'ils sont dans un récit où, effectivement, le ralentir ou quoi, ça paraît, ils n'ont pas l'imaginaire qui convient pour se rendre compte que finalement, c'est bien. Mais si on change la mentalité et qu'on se met soi-même dans une position comme ça, mais en fait, on n'est pas sur du moins, on est sur du plus de qualité, plus de temps, plus de machin. Et donc, la notion de plaisir qui est revenue dans certains papiers, le plaisir de faire de la recherche, de ne pas avoir la pression, voilà. Et puis, pour finir, donc peut-être quelque chose, voilà, la notion de prendre soin de soi, des autres, de nos institutions, de notre système académique, de nos universités, de nos formations, de notre société en général, de la planète et du vivant. Et voilà, merci pour votre attention. Merci Guillaume, ça fait beaucoup de bien ta présentation. On a 5 minutes de questions avant la pause déjeuner. Levez les mains très hautes. Marc. Ouais, j'ai une question auquel tu n'auras sans doute pas de réponse, mais toutes ces réflexions là que tu as montrées, Denis, on les a, je pense, vues pour beaucoup au sein de Climaction, au sein des labos, etc. Là, tu nous dis qu'il y a un enthousiasme débordant, et tant mieux. Mais moi, la question que j'ai, c'est pourquoi on n'arrive pas à passer? Pourquoi est-ce que malgré ça, il n'y a pas d'actions concrètes qui sont mises en place au niveau d'un labo comme le vôtre, avec cette volonté marquée, et comment on fait pour y arriver? Alors, si on met de côté la partie évaluation, puisque là, effectivement, on n'a pas la main, ce qu'on peut faire, c'est mettre la pression, mais je peux me retourner vers les gens du CNRS ou vers les gens des organismes, mais on en a déjà parlé, ça fait 15 ans qu'on en parle. Ok, alors sur le slow science, finalement, en fait, il y a des collègues qui sont vraiment engagés dedans, même certains depuis assez longtemps, mais en fait, du coup, ils n'en parlent pas. En fait, ils ne le rendent pas visible. Mais c'est pas sexy, c'est pas
éventuellement même, ils le vivent dans la honte d'être, parce que c'est pas le standard. Donc, ils le vivent éventuellement dans la honte. Et en fait, ce type d'atelier, ce type de discours permet de se repositionner dans le SR de manière, OK, alternative. Finalement, c'est une voie possible. C'est pas la seule. OK, on dit pas qu'il faut que tout le monde doit basculer là, comme ça, tu vois. Mais c'est que c'est donner aussi, faire de la place à une diversité des pratiques, dont des gens qui vont être plus sur voilà, plus tranquille, voilà. Mais ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire faire ne pas s'engager dans son métier, mais s'y engager différemment. Et en fait, il y en a. Et j'imagine qu'il y en a aussi dans vos labos, mais c'est pas les gens qui sont souvent ils sont. Enfin, ceux que je vois sur Brest, c'est des gens qui sont un peu sur le retrait parce qu'en fait le système met tellement de pression sur l'élitisme, l'excellence que en fait tu te sens un peu illégitime ou pas en. C'est ça, et aussi il y a le biais de légitimité, tu vois, tu te sens pas autorisé à revendiquer ta position. Donc il y a ce biais-là. Oui. Moi, Vas-y, oui. Sophie Bastin de l'Atmos. Moi, je pense quand même que ça bouge un peu, et je le vois au sein du DEF. Il y a vraiment l'appel d'offres qui est vraiment essayer de tourner pour travailler sur des données existantes. Donc, pas produire, mais vraiment avoir un peu de temps pour augmenter l'exploitation de nos données qu'on produit, et qu'on n'a jamais le temps d'exploiter. Donc voilà, je trouve que ça avance un peu dans cette direction. On arrête de produire et on prend du temps pour chercher. Donc, l'EF, tout le monde connaît l'EF? Non. En une phrase? C'est les projets, l'institution du CNRS qui fait des appels d'offres de recherche scientifique au CNRS. C'est les appels à projets de. Ouais. Moi, j'ai essayé de faire ça dans Science dans mon labo et ça a bien inversement. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que pour arriver à passer des trucs comme ça, des réflexions, des grandes avancées de ça, il faut bien les combiner avec des petites formations de compréhension, puis une proposition de compréhension. Enfin, pour monter par grade. Proposer de la science de manière un peu générale, je ne pense pas que ça passe à l'heure actuelle. C'est déjà dans quelques esprits, mais les jeunes, ils ne sont pas sûrs. Ils parlent de c'est moins, ou de autrement pas, ça ne marche pas. Alors, si on les forme pour des ateliers de réflexion et autres, on l'a fait dans le LMT, mais on a fait une phase du climat, la discussion était plus amorçable derrière. Ça ne rend pas ça, voilà. Je pense qu'il faut être conscient que voilà, c'est pareil. Et peut-être l'idée on parle beaucoup de ce qu'on va faire, avec plein de fiches et ça, et c'est excellent. Mais pour que ça prenne dans le côté du quotidien et dans le social, je pense qu'il faudrait identifier des étapes, passage de compréhension et passage à l'action. Ça, on l'a compris. Voilà. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je réfléchis. Je répondrai plus tard. Ah, pardon. Vas-y. Sarah Meugard, postdoc à l'Océan. Très intéressant, discussion déjà très souvent, mais apparemment en tant que jeune, c'est toujours difficile quand il y a des personnes plus seniors qui disent, mais bien sûr, il ne faut pas besoin de mettre l'attention pour l'explication, les solutions, etc. Mais nous, en tant que jeunes qui sont en poste, si on fait ça, en fait, peut-être que ça ne va pas marcher. Donc, et comment est-ce qu'on pourrait changer ce mécanisme? Parce que je trouve que ça change les deux côtés, mais en même temps, parce que je sens que c'est un peu comme le c'est s'il y a une personne de l'ensemble qui sort et qui a des projets ressourçants et plein d'argent, c'est sûr que le labo va être plus intéressé par ça que par quelqu'un qui dépend de. Voilà, c'est peut-être un peu cynique, mais j'aime vraiment cette discussion. Non, mais tu as tout à fait raison. En l'état actuel du système, les jeunes, c'est hyper. Enfin, vous faites placardiser si vous adoptez ça. Donc, moi, j'ai le luxe d'être fonctionnaire sécurité de l'emploi, donc je me lâche. Mais en fait, c'est un luxe, je profite du luxe de ma situation, tu vois. Et je sais très bien que vous n'êtes pas du tout dans cette situation-là. Mais du coup, quand je pose la question, quelle place fait notre communauté aux jeunes qui veulent suivre ça,
je m'adresse évidemment pas à vous, je pense à vous, mais je m'adresse à mes collègues, à mes pairs qui sont aux commandes. Et il se trouve que, par exemple, tu vois, je viens de rejoindre la CNU, on fait les qualifs, enfin bon, on n'est pas dans les recrutements, mais voilà, on fait aussi l'évolution des carrières. Et en fait, au bout de 3 mois, je suis juste stupéfait que ça soit l'éléphant dans la maison. Donc on l'a mis à l'agenda. Et en fait, il y avait une inertie énorme. Il va falloir revenir à la charge. Mais l'objectif, c'est que dans notre section, la 37e, ben, ça soit disciple, quoi. C'est qu'on en parle vraiment. Pour l'instant, voilà. On reste sur du très, très classique. Donc oui, les mentalités sont... Mais pourtant, quand tu discutes d'individus en 2-2, c'est plus facile de trouver de l'assentiment. J'ai l'impression, il y a aussi la dynamique de groupe. C'est-à-dire qu'en groupe, c'est le système actuel qui gagne, je trouve. À part dans cette salle, parce qu'on s'est auto-sélectionné. Mais sinon, sinon, voilà, oui. C'est pas que les jeunes, parce que eux, ils sont dans une position particulière, mais tu as bien mentionné tout à l'heure que ceux qui le font, ils le font soit en ayant honte, soit en se cachant. Donc c'est vrai pour tout le monde, y compris pour les seniors qui sont en poste. Ils veulent pas l'afficher, ils veulent pas le mettre en avant. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans le système, si on veut faire changer, évoluer ça, quoi. François et Sarah après. Oui, François Dulac du LSE. Moi, il me semble que, en fait, quand on est, le problème des jeunes, c'est de trouver un poste, et donc, ils sont sujets à une évaluation qu'on fait aujourd'hui dans les comités, même si on a des idées différentes, avec des indicateurs. Il me semble que notre difficulté aujourd'hui pour faire passer ce discours de pro-science, c'est qu'on n'a pas d'indicateur, finalement, qui soit un petit peu reconnaissable par la communauté. Donc, je pense qu'on a probablement intérêt à travailler ça, à proposer des indicateurs. Alors, voilà, il y a des gens qui proposent autre chose que le PIB. Ben, qu'est-ce qu'on peut proposer autre chose que le nombre de publications? Alors là, il y a dans les publics que j'ai mentionnés, il y en a qui proposent, enfin, ailleurs, hein, peut-être pas dans celles que j'ai mentionnées, mais je sais que ça se fait ailleurs. Enfin, c'est par exemple, au lieu de faire la liste des publics, proposer les 5 meilleurs publics, par exemple. Et du coup, là, on va plus se mettre sur le quali. Il faut prendre le temps en tant que reviewer de lire les papiers, voilà. Puisque voilà, c'est un mais je suis d'accord avec ça, évidemment. Et il me semble qu'il y a une fiche qui est revoir les évaluations. Enfin, ceux qui connaissent les fiches par cœur, c'est la numéro. Il y avait Sarah et puis Sophie après. Ouais, c'est ça. Non, après, c'est aussi au niveau des l'évaluation des laboratoires aussi, parce qu'en fait, les laboratoires sont encouragés à avoir énormément de financement, les chercheurs sont encouragés à faire des appels à projets, sur appels à projets, etc. Puisqu'il y a aussi ça à faire remonter. Moi, c'est un truc qui m'avait choqué dans la chaire de l'océan, justement, ce genre de choses qui ressortaient, et dans quel type de revue, les publications, etc. Donc, c'était vachement encouragé à la productivité. Sophie, tu as levé la main et Léa après. Pour les publications, c'est déjà le cas au Sénat. Ah, d'accord, ok. Et sinon, je pense qu'il y a un peu une dichotomie entre cet état d'esprit dans les labos et ce qui se passe au niveau des tutelles, en particulier de la direction du CNRS, qui a complètement opposé à ça. Avec des champions, enfin, absolument. On va attirer les talents, les champions. Mais tout à fait. Et donc, il me semble que pour que ça diffuse, il faudrait organiser un maximum d'ateliers, mais plus large que l'autre. Enfin, voilà, il faut que ça passe par les instituts, travailler avec des sociologues pour voir comment ça peut diffuser aussi. Enfin, il y a un vrai travail d'acculturation des directions de Léa, et puis levez la main, comme ça je vous passerai après. C'est juste que je me souviens pas du exemple, peut-être ceux qui sont sur le labo en tant que tel peuvent me dire, mais il y avait un labo qui, il y a eu 2 semaines, a publié qu'ils entraient en décroissance et qu'ils allaient diminuer toutes leurs activités. Et pour ça, je crois qu'ils avaient eu un financement ou du soutien du CNRS. Philippe Emmanuel Roche. Donc c'est Philippe Emmanuel Roche, je ne me rappelle plus le labo. La Grenoble. C'est à Grenoble, hein, il me semble, c'est IGE, non? Oui, institutionnel. Ah, pardon. Ah oui, exact. Oui. Donc, en gros, ils ont négocié avec leur tutelle d'avoir. Alors, c'est pour des volontaires du labo pour l'instant, c'est pas tout le labo en entier. L'idée, c'est d'avoir des financements qui diminuent d'année en année, puisqu'on a vu que les achats, c'est en fonction du budget du labo,
enfin, il y a une corrélation directe entre le budget du labo et son empreinte carbone. Donc, c'est d'avoir des financements qui diminuent d'année en année, mais qui soient donnés sur du pluriannuel, quoi. N'hésitez pas à aller chercher des financements chaque année. Et donc, il y a un certain nombre de chercheurs volontaires de l'Institut NEL, du coup, qui se sont impliqués là-dedans, et qui devraient lancer ça à partir de septembre. Tout à fait. Et ils ont eu un budget, le même appel d'offres que nous, Appel à initiative. pour organiser une journée de travail là-dessus en septembre. Donc, il faut guetter ça, en effet. Et il ne faut pas hésiter à mettre un mail à Philippe Emmanuel. C'est PE Roche. Oui, Pierre-Emmanuel, Philippe Emmanuel. Moi, je pense que la slow science, ça ne va pas forcément vers moins de publications. Enfin, moi, personnellement, je pense que si je faisais vraiment de la slow science, je créerais beaucoup plus de papier que ce que je fais maintenant. Là, je n'ai pas le temps, en fait. Donc, je pense qu'on peut rediscuter des indicateurs, mais pour moi, les publications, ce n'est pas forcément un mauvais indicateur. Par contre, effectivement, aller vers des projets qui durent plus longtemps, en faire moins, ça va faire plus de temps de recherche, plus de temps d'exploitation, plus de temps d'échange. Donc, justement, il faut peut-être faire attention au discours, la manière de parler, dire « moi, je vais moins publier ». En fait, ce n'est pas vrai. Et je vais faire de la très bonne science avec moins de données. Olivier? Oui, dans la lignée, alors je ne sais pas si l'idée c'est je pense que quand même, probablement, une des choses bien sûr, je pense, l'accélération du pays, quand même du monde culinaire qui sont sortis kilomètres. Ouais, pas celle de Sophie. Cas d'intérêt, et simplement parce que vous avez quelque chose sur le compteur. Et je pense que ce qui est assez frappant sur la question aussi, on voyait bien dans le questionnaire, c'est là où les récits sont hyper importants. C'est que, je veux dire, une des raisons pour lesquelles certains sont inquiets, par exemple, de faire de la sobriété, moi, je l'ai dit, et j'ai dit mon avis personnel, je ne peux pas tout faire, c'est qu'une des choses qui revient, c'est qu'on est retard par rapport aux équipes concurrentes. Donc, on voit bien que les moteurs de la recherche, pas se leurrer, hein, les moteurs de la recherche, c'est quoi? C'est le prestige, être connu, être le meilleur, avoir le plus de public, être invité à des conférences comme la personne, etc. Et pour faire ça, voilà, il faut avoir plein d'argent et être ultra visible, parce qu'il faut se déplacer à mort pour être ultra visible, même si on n'est pas le meilleur, on est super visible, etc. Et donc là, il y a clairement, on voit bien qu'il y a 50% des gens qui ont peur de ça, et on voit que là, il y a des récits qui sont assez, qui sont profonds et qui font que tout le monde, quand on parle à tout le monde dit ouais, le système de recherche il est vraiment pourri, il faut le changer, ça ne marche pas du tout, etc. Mais en fait, ça arrive du discours, et quand on dit qu'il faut le changer, tout le monde va dire bah non, on va pas. Déjà parce que ceux qui tiennent le système de recherche sont généralement ceux qui ont gagné, et en plus, des gens ont dit mais je vais me retrouver disqualifié, on va dire que je suis nul, je n'aurai plus de financement, j'aurai plus de quelque chose. Donc il y a vraiment quelque chose de conscient et d'inconscient surtout qui est complexe. Super, ce sera le mot de la fin de la matinée. Stéphanie, tu veux dire quelque chose avant